Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sophie Enquête. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, mais là, ça faisait un moment que je voulais parler de mon métier saisonnier d'animatrice en séjour adapté. Ça me tient extrêmement à cœur, sincèrement, c'est un métier que j'adore, même si c'est pas un métier facile tous les jours, et j'ai très envie de vous en parler aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à dire que je vais parler de mon expérience, je vais m'exprimer avec mes mots à moi. C'est possible que des gens ne soient pas d'accord avec moi, mais encore une fois, c'est mon point de vue et je vous demande de le respecter, toujours dans la bienveillance et le respect, n'est-ce pas? Alors déjà, avec mes mots à moi, je vais vous donner une définition de ce qu'est un séjour adapté. Comme son nom l'indique, un séjour adapté, en l'occurrence, c'est un séjour qui est adapté à une personne en situation de handicap mental et ou psychique. C'est-à-dire que la personne, en fait, est un client à l'origine qui veut partir en vacances. Pour autant, elle va être encadrée d'une façon un petit peu spéciale parce que elle n'a pas une autonomie suffisante pour se débrouiller par elle-même entièrement, en tout cas durant ses vacances. Ça peut être pour plein de raisons différentes et puis on va les évoquer, en tout cas pour certaines après. Donc voilà, donc pour ces séjours-là, on embauche des animateurs. Alors il n'y a pas besoin d'une formation spécifique en l'occurrence, parce que les personnes restent malgré tout suffisamment autonomes pour ne pas nécessiter une prise en charge poussée qui nécessiterait des diplômes pour les personnes qui accompagnent. Et donc, en l'occurrence, dans l'entreprise pour laquelle je travaille, il y a énormément d'étudiants ou de gens qui recherchent un job d'été, un job saisonnier, qui partent en séjour. Euh, Évidemment, il y a un entretien juste avant, hein, il y a une sélection, mais il n'y a pas de diplôme particulier. Je ne sais même pas si on demande le bac, on ne demande pas le BAFA en tout cas, ou quelque chose comme ça. On demande de préférence le diplôme de secourisme, mais c'est tout. Et évidemment, on s'entretient, enfin ils s'entretiennent avec la personne pour voir si elle a l'air fiable dans ce boulot, si elle a l'air un minimum humaine, gentille, et puis aussi organisée, perspicace, etc. etc. Donc nous, je ne vais pas citer le nom de l'association pour laquelle je travaille. Alors je dis association. Association, normalement, ça n'a pas de but lucratif, mais là, je ne sais pas si c'est un abus de langage ou quoi, mais ça l'est un petit peu parce que ça reste une entreprise où on paye des gens pour accompagner des personnes en séjour et où on a des clients, encore une fois, qui viennent choisir des vacances. Donc je ne vais pas dire pour quelle entreprise je travaille, je ne préfère pas, même si je crois que ça ne les dérange pas. Mais en tout cas, elle propose une multitude de séjours et ça d'ailleurs, je dis vraiment pas ça pour flatter l'entreprise pour laquelle je bosse, mais elle propose une telle multitude de séjours, une telle diversité, franchement c'est absolument génial. Vous avez des séjours à la montagne, des séjours au bord de la mer, des séjours à thème, où par exemple vous avez le thème, je sais pas, de la musique, ou vous avez des séjours en rapport avec l'équitation, en rapport avec les animaux, en rapport avec toutes sortes d'activités. Et donc voilà, donc en amont, les vacanciers choisissent où ils préfèrent aller, aussi en fonction de leur autonomie. Parce que si par exemple ils choisissent un séjour montagne et qu'il y a beaucoup de randonnées ou de choses comme ça qui peuvent pas trop marcher, ils risquent de pas trop profiter, ça peut être compliqué pour eux. Quand bien même, nous sur place en tant qu'animateurs, on doit aussi s'adapter à notre public, c'est logique. Et faire en sorte qu'ils se sentent le mieux possible durant son séjour. S'agissant du métier d'animateur, plus spécifiquement, là j'ai plus présenté donc, ce qu'est un séjour adapté. Donc un animateur en séjour adapté, en l'occurrence dans mon entreprise c'est comme ça, un animateur doit s'occuper de tout, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est à nous d'organiser les activités. Donc en général, ce qu'on fait, c'est que avec mes collègues, on repère un petit peu à l'avance ce qu'on peut faire à côté de notre gîte, ou en tout cas pas très loin et en rapport avec le séjour. Et ensuite, on propose aux vacanciers, en général, on essaye de leur montrer des images parce qu'il y en a pas mal qui savent pas lire ou qui sont pas très à l'aise avec ça. Et on leur explique oralement, parce que c'est eux qui sont en vacances, donc c'est à eux de choisir. Et on leur dit, est-ce que ça vous tenterait? Et ça, non, vous avez peut-être pas trop envie. Par contre, s'ils osent pas trop sortir du gîte et que vraiment ils se lancent pas, on essaye de les pousser un petit peu sans les brusquer, mais on leur dit écoute, là t'es en vacances, faut que tu visites des trucs, regarde ça va être génial, regarde ça, on peut y aller, ça peut être vraiment cool, etc., etc. On a aussi des activités, ce qu'on appelle des activités contractuelles, où en fait, pour l'association pour laquelle je travaille, il y a un catalogue tous les ans, à chaque nouvelle saison de voyage qui est proposée, avec la liste des séjours pour nos vacanciers, pour qu'ils puissent choisir où ils veulent partir. Et pour chaque page, vous avez un séjour proposé et vous avez une liste d'activités. Et des fois, on a des activités contractuelles, c'est-à-dire que les vacanciers payent ça à l'avance.
Et nous, après, en tant qu'animateur, on doit formellement respecter ça, parce que logique, ils ont payé, donc on les emmène là-bas, ça c'est pas négociable. Par exemple, il y a un séjour proposé à l'île d'Oléron, où on emmène les vacanciers faire le tour de Fort Boyard, et ça c'est une activité contractuelle, et on ne peut surtout pas louper le bateau, parce que les gens ont payé pour ça, ça fait partie vraiment de ce qui était prévu pour le séjour. Et puis sinon, pour le reste, c'est à nous de choisir. Comme je vous l'ai dit, on regarde avec les vacanciers, on essaye de faire quelque chose qui plaît un petit peu à tout le monde, à tout le groupe. Et puis on doit aussi, en dehors de ça, faire à manger. Pour ceux qui sont allés voir le film, un petit truc en plus, qui était super d'ailleurs, franchement j'ai vraiment adoré. Là, c'est à nous de faire la popote. On prépare à manger. On doit aussi faire le ménage. On doit veiller en fait au confort des vacanciers, à la propreté du gîte en général. On doit aussi répondre aux besoins des vacanciers. C'est-à-dire que si par exemple il y a un vacancier qui a oublié quelque chose chez lui, je sais pas, des pantoufles, ça m'est arrivé l'année dernière, et on va lui acheter au supermarché. Et après, ça, ultérieurement, la famille ou elle-même remboursera, on le compte dans ce qu'on appelle le hors-budget. Enfin, on doit vraiment faire en sorte que nos vacanciers se sentent le mieux possible. Et donc ça passe inévitablement par prendre soin de notre lieu de vie et prendre soin au maximum des vacanciers. Donc c'est non seulement veiller à leur bien-être physique, mais aussi veiller à leur bien-être psychologique, donc être à l'écoute quand ils se sentent pas bien, parfois les consoler, les prendre dans nos bras s'ils ont envie, etc. etc. Toujours avec le consentement, hein, je précise, on ne touche pas les gens s'ils n'en ont pas envie, on veille vraiment, on essaye au maximum d'être à l'écoute des gens. Avant que j'oublie, parce qu'on pourrait me poser la question à très juste titre, les tailles des groupes qu'on emmène sont variables. Alors je pourrais pas vous dire exactement toutes les sortes de groupes qu'on peut avoir, mais moi en général je travaille pour des séjours, ce qu'on appelle des séjours 7+2. C'est-à-dire que en général je gère un groupe où il y a 7 vacanciers et on est 2 animateurs à gérer ça. Donc il y a ça comme type de séjour qui est possible, mais il y a aussi des séjours où je crois qu'il y a 11 vacanciers, si je dis pas de bêtises, et 3 animateurs. J'en ai géré un cet hiver qui était comme ça, enfin on en a géré un parce qu'on a plusieurs collègues. Des fois il y en a encore des bien plus grands, je crois qu'il y en a un notamment en Bretagne, où je crois que c'est du camping, où ils sont vraiment très nombreux et il y a beaucoup plus d'animateurs qui sont convoqués sur ce type de séjour, de ce fait. Ça c'est moins ma tasse de thé, je préfère les petits séjours, j'ai l'impression que je peux mieux être à l'écoute de mes vacanciers, que je peux mieux organiser les choses et que je peux un peu plus souffler aussi tout simplement, parce que c'est un travail très fatigant, on va pas se mentir. Là je vous ai surtout parlé du métier d'animateur et moi j'ai toujours travaillé en tant que responsable. Alors il n'y a pas beaucoup de différence avec l'animateur, mais en tant que responsable on est payé un petit peu plus, parce que en plus de gérer tout ce que j'ai dit avant, on gère aussi la comptabilité. Alors c'est un mot qui peut faire peur, mais en soi, il n'y a vraiment rien de compliqué. On a une formation de toute façon pour ça, que ce soit pour animateur ou responsable. On n'est pas lâché dans la nature comme ça. Et donc un responsable de séjour doit aussi gérer la comptabilité. Il y a aussi certaines informations sur les vacanciers auxquelles j'ai officiellement accès et auxquelles mes collègues n'ont pas accès. Enfin, il y a des petites choses en plus comme ça à faire d'un point de vue administratif. Et aussi, en cas de problème ou si un propriétaire de gîte veut me rencontrer, justement c'est moi qui va voir et pas trop mes collègues, en tout cas plus en priorité. Administrativement, je gère un petit peu plus de choses. Ah oui, et puis très important aussi, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais il y a tellement de choses à dire sur ce métier de toute façon. Une mission aussi qu'on a, et pas des moindres, c'est qu'on doit donner des médicaments à nos vacanciers, en tout cas quand ils ont un traitement. À chaque fois, donc en amont, la plupart de nos vacanciers viennent de foyers, parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir ils n'ont pas une autonomie suffisante pour vivre tout seuls. Pas tous, mais la plupart. Et donc en amont, leurs piluliers sont préparés, ils les emmènent avec eux en vacances. Et après, nous, sur place, on doit leur donner leurs médicaments. Alors ça, c'est vraiment très millimétré, j'ai envie de dire. On doit faire extrêmement attention à ça, hein, vous vous en doutez, on doit scrupuleusement faire attention à ça. Et on ne doit pas laisser traîner des médicaments, on doit bien cocher tous les jours à qui on a donné, à qui on n'a pas encore donné, etc. etc. Et au moindre doute, on appelle le médecin du vacancier avec qui on a un problème, ou le 15, si vraiment on n'a pas d'autre solution. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir même un tout petit doute, par exemple, même au moindre doute, des fois, où je ne sais pas, par exemple, si j'ai le droit de mettre telle crème sur la peau de tel vacancier, je dois appeler son médecin ou quelqu'un de compétent, en tout cas, qui peut répondre à ma question.
Je peux pas me lancer comme ça dans la nature avec une personne que je ne connais pas, dont je ne connais pas suffisamment le dossier médical, à juste titre. Et puis en plus, on n'est pas des médecins, hein, on n'est pas non plus, même ne serait-ce que des aides-soignants ou des gens comme ça. Nous, on est des gens voilà, qui postulent dans un métier comme celui-là. Donc on apprend sur le tas et raison de plus pour faire extrêmement attention. Maintenant que j'ai pas mal décrit mon métier, je vais parler un petit peu enfin un peu beaucoup, des vacanciers, du type de vacanciers qu'on a. Alors j'ai dit que nos vacanciers avaient présenté un handicap mental et ou psychique. C'est assez difficile à définir, je vais essayer de vous définir avec mes mots à moi ce que j'entends par handicap mental ou psychique, enfin ce que je pense entendre, parce que c'est pas moi qui a inventé ces termes évidemment. La première chose que je peux dire, c'est que déjà nos vacanciers présentent des profils extrêmement différents les uns des autres et des âges aussi très différents. Vraiment, on a des gens des fois qui ont enfin les gens qu'on emmène ont entre littéralement 18 et 80 ans. Tout est possible. Donc le handicap mental, officiellement, n'est pas la même chose qu'un handicap psychique. La frontière est assez floue, on a du mal à définir ça, j'ai l'impression. Mais je dirais qu'un handicap mental a des causes assez identifiables, qu'on peut souvent reconnaître par la génétique, pas toujours, mais qu'on peut reconnaître grâce à un cariotype, c'est le cas de la trisomie 21, notamment. Pour ce qui est d'un handicap psychique, c'est beaucoup plus difficile d'en identifier la cause. Je dis pas que c'est facile pour tous les handicaps mentaux, mais ça me paraît la plupart du temps un peu plus simple. La plupart du temps, je ne pense pas dire de bêtises en disant ça, mais un handicap psychique est la conséquence d'une maladie mentale, par exemple la schizophrénie. À ne pas confondre, il ne faut pas confondre handicap mental et maladie mentale, ce sont deux choses différentes. Alors que quand vous avez un handicap psychique, on va plus reconnaître ce handicap par votre comportement, par votre attitude et par des symptômes comme ça qui arrivent, qui se manifestent notamment dans vos rapports sociaux, où souvent les personnes qui ont un handicap psychique vont avoir des problèmes relationnels, des difficultés de concentration, une variabilité dans les capacités, alors que la personne garde a priori des facultés intellectuelles qui ne sont pas altérées par rapport à la majorité des gens. Il n'y a vraiment rien de péjoratif dans ce que je dis là, c'est juste que j'essaye d'exprimer les choses avec mes mots à moi et d'expliquer cette différence avec mon point de vue, même si je me suis appuyée sur des choses que j'ai pu lire sur internet qui me paraissent pertinentes. Et je m'appuie bien évidemment sur mon expérience. Là, je pars quand même, bientôt, là je pars en séjour, ça sera mon 5e séjour. Donc par exemple, ce qui peut être à l'origine d'un handicap psychique, c'est un trouble bipolaire, de la dépression, de la schizophrénie, de la paranoïa ou même un burn-out, enfin ça peut être vraiment énormément de choses. Et à l'inverse, on parle de handicap mental, vraiment quand le développement mental par définition n'est pas le même que la majorité des gens. Désolée, je lis des notes, c'est pour ça que je regarde pas mal sous la table. Donc c'est quand on a un fonctionnement altéré des fonctions cognitives et de l'ensemble des fonctions cognitives, pas seulement une fonction. Auquel cas, on a des personnes par exemple qui sont dyslexiques, où là, il y a une altération d'une fonction cognitive, mais c'est pas l'ensemble. Donc là, on ne parle pas de handicap mental dans le cas des troubles 10 par exemple. Voilà comment est-ce que je définirais ces deux types de handicap. Encore une fois, c'est ce que moi j'en retire et c'est pas forcément une définition officielle et c'est une définition avec laquelle on n'est pas forcément d'accord. De ce fait, au vu de tout ce que j'ai évoqué sur ces deux types de handicap, je pense que vous pouvez vous en douter, mais c'est pas simple de se positionner par rapport à nos vacanciers. Pourquoi ? Parce que on a affaire à des adultes biologiquement, mais pour beaucoup, pas pour tous, pour beaucoup, dans leur tête, ce sont des personnes beaucoup plus jeunes, voire des enfants par moment. Il y a vraiment des moments au travail où j'ai l'impression de parler avec des enfants. Alors, il faut faire très attention à ça. Je ne traite absolument pas mes vacanciers comme des enfants. Je dis juste qu'à certains moments, par la force des choses, j'ai l'impression de parler à des enfants. Mais c'est par la force des choses. Je les traite en adultes, je les respecte en tant qu'adultes. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans des actes de la vie quotidienne. Par exemple, on a des vacanciers qui ne peuvent pas gérer leur argent eux-mêmes, mais qui ont quand même de l'argent et des sommes assez importantes. Quand je dis des sommes assez importantes, c'est pas 1 million d'euros, mais voilà, qui ont un petit peu d'argent à gérer pendant le séjour. J'ai beaucoup de vacanciers, mais des trucs bêtes, qui boivent du café, qui fument. Donc, biologiquement, encore une fois, ce sont des adultes, et je les traite en adultes. Pour autant, il y a des fois des situations, c'est vrai, où c'est assez particulier, disons assez singulier, et c'est pas évident de savoir où se mettre. Parce que notamment, vous avez des personnes, des fois, qui biologiquement sont des adultes, mais qui ont des besoins affectifs assez proches des enfants. Et
qui vous font des câlins par exemple, qui sont très demandeurs d'une certaine forme d'affection. Alors là aussi, il faut faire attention à la confusion des rôles, hein. On n'est pas là pour être les parents de qui que ce soit, on est leurs animateurs et ça peut passer aussi par un soutien affectif assez important parce que on est là pour eux encore une fois. Et des situations assez déroutantes que j'ai pu vivre, c'est notamment quand le handicap invisible se manifeste de manière très flagrante. Des fois, j'ai des vacanciers où je les croiserai dans la rue, je penserais que, je sais pas, que ça pourrait être un prof de ma fac ou un chauffeur de taxi ou que sais-je, enfin quelqu'un qui a une vie entre guillemets lambda. Et il n'en est rien, c'est-à-dire que dans son visage, physiquement, il n'y a aucun indice concernant un handicap quelconque, parce que dans le handicap mental, des fois, vous pouvez avoir des signes physiques, parce que déjà, il y a ce qu'on appelle la comorbidité, où il n'est pas rare que quand vous ayez un handicap mental, en l'occurrence, vous ayez aussi un handicap physique, parce que un problème génétique, par exemple, va en entraîner un autre, etc. etc. Qu'est-ce que je disais? Donc ouais, vous avez ça. Et puis aussi, vous avez... des fois, ça se voit, par exemple, dans la trisomie 21. Les trisomiques ont des caractéristiques vraiment qui sont assez flagrantes. Par exemple, ils ont les yeux assez ronds, il me semble, souvent couleur noisette. Ils ont des mains assez dodues, ils sont eux-mêmes souvent en surpoids. Souvent, ils ont tendance à avoir un strabisme, j'ai l'impression. Enfin, voilà. Mais vous avez d'autres vacanciers pour qui c'est absolument pas le cas. Vous les croisez dans la rue, vous avez l'impression que ce sont des gens, on va dire le mot lambda, j'espère qu'il choquera pas trop, mais des gens comme vous avez l'habitude d'en croiser la plupart du temps, disons. Je dis pas ça pour faire des euphémismes, hein. Moi vraiment j'ai aucun problème à dire les choses, c'est juste pour éviter d'être embêtée parce qu'on est sur internet et que je sais que des fois ça peut blesser des gens. Mais donc ouais, tout ça pour dire que vous avez des gens qui présentent un handicap pour le coup totalement invisible et qui s'expriment comme un petit garçon ou une petite fille de 8 ans. Et ça c'est très particulier, c'est vraiment très 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 particulier à gérer. Il y a des fois où vous vous dites mais je sais pas comment réagir avec tel vacancier ou je sais pas trop comment me positionner encore une fois. Ça c'est vrai que c'est des situations assez spéciales et c'est pas toujours facile de trouver sa place de ce point de vue là. J'ai dit pas mal de choses, à présent je vais parler des avantages et des points négatifs de mon métier. Tout d'abord les avantages, évidemment c'est, surtout au vu de ce que je viens de dire, c'est extrêmement enrichissant d'un point de vue humain. Surtout que souvent, ce sont des personnes très attachantes. Je ne dis pas ça pour faire de la discrimination positive, mais parce que c'est vrai, souvent ce sont des personnes très gentilles. Donc on fait énormément de rencontres, et pas seulement avec les vacanciers, aussi avec nos collègues, on peut aussi tisser de très beaux liens. Par ailleurs, on voyage beaucoup, puisque comme on accompagne nos vacanciers, on voyage, ça va ensemble. Donc pour les personnes qui aiment faire un métier où on voyage en même temps que l'on travaille, c'est absolument génial. C'est assez bien payé. Alors par rapport à d'autres jobs saisonniers ou d'autres jobs étudiants, je trouve que c'est plutôt bien payé. Moi, ma paye me convient plutôt bien en tout cas. Je parlerai pas ici du détail du salaire et tout parce que j'en ai pas l'autorisation. Je pense pas que ça dérangerait nécessairement, mais comme j'ai pas demandé l'autorisation, j'en parle pas. Et puis en plus on est logé et nourri. Ça c'est quand même pas mal aussi. Pour ce qui est maintenant des points négatifs, c'est très fatigant, je vais pas vous mentir. Ça dépend des séjours, mais c'est potentiellement très 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 fatigant. Il y a des fois où on craque, alors moi ça m'est arrivé pas beaucoup, mais une ou deux fois de pleurer. Et donc dans ces cas-là, je me suis arrangée pour m'isoler et pour souffler un petit peu, ou d'appeler un proche, ou voilà. Même si moi la plupart de mes séjours se sont très bien passés, ça reste un boulot très fatigant parce qu'on a énormément de choses à gérer. On est tout le temps en action. Quand on gère pas des choses administratives, on gère des choses matérielles comme faire à manger, faire ceci, cela. Quand on gère pas ça, on gère un problème avec un vacancier ou voilà. Il y a aussi beaucoup de variables aléatoires, c'est-à-dire qu'il faut tomber sur un bon gîte, il faut tomber aussi sur des propriétaires de gîtes qui sont accueillants, qui sont sympas. Il y a aussi l'équilibre du groupe, hein. Vous pouvez avoir... normalement, les groupes sont assez équilibrés, c'est-à-dire qu'on va mettre des personnes relativement autonomes avec des personnes qui le sont moins. Mais des fois, ça arrive de tomber sur un groupe où il y a plusieurs personnes qui ont des situations pas faciles à gérer en même temps.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans les variables aléatoires, il y a aussi les collègues, il faut bien s'entendre avec ses collègues. On est aussi loin de chez soi, ce qui est vraiment pas simple, c'est que c'est du 24 heures sur 24 en fait. C'est-à-dire que même quand vous vous reposez la nuit, si vous avez un vacancier qui vomit dans les toilettes, faut aller le voir, faut aller s'occuper de lui. C'est du 24 heures sur 24. Là aussi, je suis très prudente avec les comparaisons, mais c'est un peu comme quand vous êtes parent, vous n'avez jamais de répit. Alors nous, normalement, c'est obligatoire, mais dans notre travail, on a des jours de congé, on en a un par semaine. Mais le reste du temps, c'est 24 heures sur 24, quoi. Donc même quand vous dormez, s'il y a un problème, il faut aller s'en occuper. C'est tout le temps comme ça. Et puis vous êtes loin de chez vous, donc vous êtes loin de vos proches. C'est pas comme un boulot entre guillemets classique où vous partez de chez vous le matin et vous rentrez chez vous le soir. Là, vous partez pour souvent une période assez longue. Moi, en général, je pars. J'avais calculé pour que ça soit rentable pour moi, vu que l'association pour laquelle je bosse n'est pas dans ma ville. Il faut que je travaille, je crois, au moins 2 semaines. Donc on part assez longtemps, souvent. Des fois, pour avoir un peu d'intimité, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est pas simple. Et puis, alors là, je vais aborder quelque chose de très tabou, mais qu'il faut aborder. J'évoquais le vomi. Ce qui est difficile dans ce travail, c'est qu'on a affaire au corps des autres. C'est pas un euphémisme là aussi, mais c'est une réalité. Et je trouve que le corps de l'autre, ça résume assez bien ce que je vais dire. Nos vacanciers sont propres. C'est une règle. Et d'ailleurs, s'ils ne le sont pas, on doit le signaler à l'agence pour laquelle on travaille parce que c'est pas normal. On emmène, ça je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais on emmène des personnes qui sont de bonne à moyenne autonomie. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont besoin d'être épaulées sur leur lieu de séjour. Pour autant, elles sont capables d'aller aux toilettes, de s'essuyer elles-mêmes, de faire ce genre de choses. Elles peuvent avoir besoin d'un accompagnement pour la douche, que ce soit un accompagnement physique ou verbal, mais ça s'arrête là. Pour autant, comme... alors c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais c'est une réaction assez animale. N'importe quel être humain qui va être stressé peut avoir des problèmes gastriques ou ce genre de choses. Et chez ces personnes-là qui vont avoir d'autant plus de mal pour certaines à gérer leur anxiété, ça peut être décuplé. Donc c'est pas rare qu'on emmène des personnes en vacances qui se font pipi dessus, se font caca dessus, vomissent, etc. etc. Et ça, c'est pas du tout simple à gérer. On va pas se mentir, donc faut gérer le dégoût. C'est très tabou de le dire, mais c'est une réalité. J'ai un collègue une fois qui a nettoyé des choses comme ça, et puis après qui lui-même est parti gerber, le pauvre. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas simple. Ça m'est déjà arrivé d'éprouver un très très grand dégoût, et ça, c'est une donnée de notre travail qui est vraiment pas simple. Encore une fois, ça arrive surtout en début de séjour, parce que c'est pas censé s'étendre dans une longue durée, sur une longue durée, parce que les personnes qu'on emmène font preuve d'une autonomie qui est moyenne à bonne. Mais voilà, c'est une donnée qui peut arriver, et puis vous n'êtes pas à l'abri que quelqu'un soit malade après une sortie au restaurant. Donc voilà, ça c'est pas simple du tout à gérer. Et puis un aspect négatif du boulot aussi dont j'ai déjà parlé avant, ça s'apprend, ça s'apprend sur le tas et ça s'apprend avec l'expérience, c'est que on ne sait pas toujours comment se positionner avec les vacanciers. C'est logique, c'est tout à fait normal, tout à fait attendu, parce qu'on a affaire à un public qui fait preuve d'une autonomie qui n'est pas habituelle, et donc des fois, on ne sait pas trop si on doit parler à la personne comme si c'était un adulte ou un enfant. Il faut toujours lui parler en tant qu'adulte, on est bien d'accord, mais il y a des fois où on gère des choses comme si c'était un enfant, comme je vous l'expliquais avant. Donc ça, c'est pas simple. Dernier point que je vais aborder, ce serait les conseils que je donnerais à quelqu'un qui voudrait faire ce métier. Alors, moi, ça fait 1 an que je travaille dans ce domaine-là. Là, comme je le disais, je vais entamer mon 5e séjour, donc je commence à avoir un petit peu d'expérience. Bon, c'est pas non plus comme si j'avais 10 ans d'expérience, mais je commence un petit peu, le métier rentre, comme on dit. Je dirais que, évidemment, il faut être très empathique. Il faut aussi savoir, ça c'est compliqué, mais stopper en quelque sorte son empathie. Il ne faut pas non plus se noyer dedans. Il faut être très à l'écoute des gens, il faut être doux. À côté de ça, d'un point de vue aussi très rationnel, il faut être organisé, il faut être autonome soi-même, donc savoir faire un minimum les tâches ménagères, savoir aussi entreprendre des choses, donc il y a toujours quelque chose à faire. Donc c'est pas parce que vous avez fini de préparer à manger qu'il n'y a plus rien à faire, il y a toujours quelque chose à faire. Donc si vous voyez que le sol est sale dans le gîte, il faut le nettoyer, quand c'est pas ça, il faut faire autre chose, enfin, il faut toujours prendre des initiatives. Il faut aussi savoir bosser en équipe, bon ça s'apprend sur le tas, encore une fois, donc faut savoir dire les choses quand ça ne nous convient pas, gentiment, mais il faut savoir s'entretenir avec ses collègues quand il y a un souci.
savoir parler à certaines personnes, des fois des propriétaires de gîtes ou des restaurateurs, puisqu'on emmène nos vacanciers au restaurant, ou des médecins, des infirmiers quand il y a un souci. Faut savoir, faut apprendre à être diplomate, savoir expliquer les choses. Des fois des choses qui font pas plaisir à entendre, mais faut être capable de s'exprimer convenablement aussi. Très important, il faut absolument, quand on fait ce métier, s'attendre à ce qu'il y ait des imprévus tout le temps. C'est l'essence de notre métier. Alors ça, c'est pas toujours simple à gérer, notamment parce qu'on emmène des personnes autistes, entre autres. Il n'y a pas que ce type de handicap-là qui génère ça, mais notamment les personnes autistes ont du mal avec tout ce qui est imprévu. Ça arrive tout le temps dans notre métier, et déjà que c'est pas simple à gérer pour nous, mais des fois, il faut essayer au maximum de le camoufler avec nos vacanciers, parce que ça peut encore plus les angoisser, parce que souvent ce sont des personnes très angoissées. Mais ça, on le gère tout le temps. Donc vous attendez pas à un métier où vous allez vous coucher tous les soirs à 21h et où ça va être tout le temps pareil. Il y a tout le temps des variables aléatoires. C'est ça aussi qui le rend intéressant, mais ça convient pas à tout le monde et c'est totalement normal. Et ça, c'est un conseil que je donnerais. Quand vous avez un souci, ne restez jamais seul. Si vous vous sentez mal, il faut en parler. Si vous avez un souci au sein du séjour, que vous travaillez dans ce domaine-là, il faut en parler à votre coordinateur, il faut en parler à vos collègues. N'hésitez pas aussi à vous confier à vos proches dans le temps que vous avez. Ça dépend des séjours. Il y a des séjours où ça va être assez tranquille, où vous allez avoir quand même un peu de temps pour vous, et d'autres où ça va quand même un peu plus fuser. Mais il faut quand même toujours trouver un petit peu de temps pour vous, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus vous coucher tous les soirs à 3h du matin et vous réveiller à 7h. Il faut que vous ayez suffisamment de sommeil, il faut que vous mangiez bien, etc. etc. Il faut quand même prendre soin de vous, parce que si vous prenez pas soin de vous, un minimum, comment est-ce que vous voulez que ça fonctionne sur le séjour? Comment est-ce que vous voulez être en capacité de travailler? Donc si vraiment il y a des soucis, il faut en parler. Dès l'instant où une erreur est rattrapable, où on peut trouver un moyen de compenser ce que vous avez fait, il n'y a pas de souci avec ça. Moi j'ai la chance vraiment, si vous passez par là, je vous en remercie, mais à 2000%. J'ai une équipe qui est formidable. Alors il y a énormément de gens qui bossent dans mon entreprise, et il y a des personnes avec qui j'ai plus d'affinité que d'autres, c'est tout à fait logique. Mais franchement, les gens qui bossent notamment dans les bureaux, la partie administrative, vous êtes top. Chaque fois vous êtes hyper à l'écoute, hyper compréhensif quand il y a un souci, vous êtes incroyable. Je dis vraiment pas ça pour flatter l'ego de quelqu'un, mais parce que je le pense. Je pense notamment à ces personnes-là, mais il y en a plein d'autres que je pourrais citer, mais là j'ai pas le temps. Voilà, en conclusion, si vous vous sentez prêt à le faire, en tout cas si vous pensez avoir un minimum les qualités requises, désolé il y a la cloche, si vous pensez avoir un minimum les qualités requises pour faire ce métier, je ne peux que vous encourager à vous lancer. C'est un métier encore une fois qui est vraiment passionnant. C'est pas facile tous les jours, mais moi j'adore ce métier. J'aurais pas rêvé mieux franchement pour un métier saisonnier, pour un job étudiant. Et s'agissant du handicap en général, je vous invite, ça on ne le répète jamais assez, mais à être ouvert d'esprit, à être tolérant envers les autres. La vie c'est la diversité, hein, on voit bien ça dans la biologie. Donc les êtres humains c'est la diversité aussi, on a plein de profils différents. Et c'est capital de respecter ça et d'essayer de faire le plus en sorte possible que la société soit inclusive et que les gens se respectent les uns les autres. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux et aussi sur mon autre plateforme qui s'appelle Camille Arty, où là je partage des vidéos en rapport avec l'art. Et sur ce, je vous dis peut-être à bientôt et je vous souhaite un bel été.